Bonjour à tous, c'est Vaco. Salut à tous, c'est Raphaël du Carlin Dodu. Alors, pour nous, ça fait à peu près 3 minutes qu'on a arrêté l'enregistrement des Orques Noirs. Pour vous, ça fait une semaine. Et comme on vous l'avait promis la semaine dernière, on va aujourd'hui aborder toutes les autres unités spéciales du livre d'armée des Orques et Gobelins. Exactement, les unités spéciales, il y a du boulot. Et trêve de blablatage, par quoi est-ce que tu veux qu'on ouvre les hostilités? On va partir sur les copains, les dodus, les obésoïdes, les trolls. On a le troll commun, mouvement 6, CC3, CT1, force 5 de base, endurance 4, 3 PV, init 2, attention c'est le plus rapide de tous les trolls, c'est Naruto, il court avec les bras en arrière, 3 attaques et commandement 4. Quelle beauté. 41 points pièce, c'est plutôt pas mal. On a le troll d'eau, nouveauté, vous avez plus le -1 pour le toucher comme il y avait à l'époque de la V8, maintenant il se balade avec 4 PV. Mouvement 6, CC3, CT1, force 5, endu 4, 4 PV, init 1, 3 attaques, comme à 4. C'est le plus cher des trolls par contre. Un surcoût de... 8 points par rapport au troll de base. 49 points. C'est quand même pas négligeable. Pour un point de vie, franchement, c'est donné. C'est vraiment pas cher. Vous avez sur une barrette de 3 trolls, vous avez 12 PV. Et c'est surtout qu'ils font faire tomber 4. Ouais. Pour faire sauter les 3 premières attaques, il faut en faire sauter 8. C'est ça. Ok. Et la troisième unité? La troisième unité, c'est le troll de pierre. Mouvement 6, CC3, CT1, force 5, endu 4, 3 PV, init 1, 3 attaques. Comme à 5, c'est le plus futé de tous. 45 points pièce. C'est celui qui est boudé. Quelle est la différence, à part ce point de commandement, entre lui et les premiers? Alors, je vais y venir. C'est qu'en fait, il y a 3 lignes qui vont dissocier chaque troll et chaque règle spéciale qui vont être attribuées au type de troll en question. Troll commun, il se balade avec l'arme perforante 1. Ça, c'est vraiment pas mal. Sur un 6, vous ajoutez 1 à votre PA. Ordre serré, peur. Inflammable, régénération 5+, stupidité. Ça, vous allez le retrouver dans tous les trolls. Inflammable, avant qu'on nous pose la question? Alors, c'est que maintenant, à Old World, pour la régénération, elle ne saute plus immédiatement dès que l'attaque est enflammée. C'est une nouveauté d'Old World. Vous allez pouvoir avoir une régène qui ne sautera pas face à de l'arme enflammée, sauf si vous avez la règle spéciale inflammable. On enchaîne ensuite sur le troll d'eau, arme perforante 1 aussi, ordre serré, peur inflammable, régénération 5+, stupidité. Il a quasiment les mêmes règles spéciales au final que le troll commun, c'est juste qu'il va avoir un point de vie en plus. Et un d'init en moins. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. L'init, vous inquiétez pas, on a une solution. Et le troll de pierre, alors là, lui, c'est une petite particularité. Il est en arme perfo 1 aussi, mais il a la peau blindée. Et la peau blindée, en fait, vous permet d'additionner votre save avec la save de base. Donc, vous avez l'armure légère qui est la peau calleuse. Et la peau blindée vous permet d'avoir une save à 5+, alors que les autres trolls vont avoir une save à 6. Vous avez aussi la peur, l'inflammable. De plus, vous aurez aussi une résistance magie 1. C'est le troll de pierre, techniquement, qui va le mieux pouvoir temporiser tout ce qui est anneau rubis de ruine et boule de feu en tout genre. Puisqu'au final, l'anneau rubis de ruine n'ayant pas de PA, ça va être votre grosse peur en joueur troll. Ça va vous permettre déjà qu'il ait besoin de 1 de plus pour le lancer, vu que c'est un objet de niveau 2, ça va être un objet de niveau 1 techniquement. Et vous allez toujours garder votre 5+, alors que les autres trolls auront juste une armure légère. À côté de ça, vous avez le vomi de troll, qui se fait en combat, donc c'est une attaque de corps à corps, qui est gratuite. Et qui est commun aux 3... Aux 3 races de trolls, effectivement. Elle est force 3, PA2. Donc c'est historiquement, vous aviez le choix d'échanger vos attaques à l'époque pour faire un vomi de troll. Là maintenant, c'est gratuit. Alors, vomi de troll qui était par contre sans PA, enfin sans sauvegarde autorisée, qui sans était sauvegarde, PA max. C'est vrai, effectivement. Donc là en fait, ça va être une sorte un peu de piétinement à la fin. Un troll en contact socle à socle avec une figurine ennemie peut effectuer une attaque additionnelle à chaque tour avec cette arme. Cette attaque doit être effectuée en dernier, après que toutes les autres attaques aient été effectuées, y compris les attaques de piétinement, mais elle touche automatiquement.
Par contre, ce contact socle à socle, c'est-à-dire que tu peux pas le faire en attaque de soutien. Oui, tu peux pas le faire en attaque de soutien, faut vraiment que C'est pour ça que les unités de 3 trolls de front, c'est très bien, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Donc vous allez avoir accès à l'arme de base additionnelle pour 3 points pièce, et là, je sors plus 100. Pour 1 point de plus, 4 points pièce, du coup, vous avez les armes lourdes, et le troll, clairement, c'est l'arme lourde. Vous avez init 1, très bien, je tape à l'arme lourde, j'en ai rien à faire. Autant on n'est pas forcément toujours d'accord sur les équipements, mais je dois bien avouer que sur les trolls, je peux te donner que raison. Parce que là, Raph, il vous parle en tant que joueur. Moi, les trolls armes lourdes, je les ai subis. Et là, je peux vous garantir que quand vous avez des unités qui coûtent 3 fois le coup en point, qui bloquent, mais vraiment, mais misérablement contre leur putain de régène, que vous encastrez dedans, et que vous prenez 300 milliards d'attaques d'armes lourdes en retour, si vous n'avez pas de la vraie puissance de frappe, il y a moyen de vite se faire surprendre. Et puis là, en plus, c'est qu'avec l'arme lourde, vous allez être full PA, en fait. Vous allez avoir votre vomi de troll à la fin qui est PA2, l'arme lourde de base est PA2 aussi. Si vous sortez un 6, le perforant de l'arme lourde et le perforant de votre troll s'additionnent, vous montez à PA4. Vous êtes la terreur des cavaleries lourdes. Alors, petite parenthèse règle. Pourquoi est-ce que Raphaël vous parle de cumul d'armes perforantes ? Parce que comme je l'ai appris à l'un de nos joueurs au Elf il y a quelques jours à l'assaut ici à Nantes, l'arme lourde que vous trouvez page 214 du livre de règles précise que c'est une arme de corps à corps qui fait force plus 2, PA-2, vous allez me dire jusque là c'est obvious, mais l'arme lourde a dans son descriptif de règles l'arme perforant 1, en plus d'avoir arme à deux mains et frappe en premier. C'est pour ça que souvent... Frappe en dernier. Et c'est J'aimerais bien. Bah oui. Je suis pas elfe. Ah bah oui. Bah parce que tu joues une sous-armée en même temps. Oui. Non, mais en fait, j'ai pas le livre qui me fait page temps, vous ignorez les règles. Tais-toi. Écoute, garde ton sel un petit peu, hein. Oh, ça va. On n'est pas loin de Guérande en plus. Il faut te le racheter au kilo. Je tourne à la soupe miso en ce moment. Et en fait, il y a beaucoup de règles sur les armes perforantes qui se trouvent dans les livres d'armée, qui sont rattachés à des unités, exactement comme Raph vient vous le donner dans l'exemple. Les trolls ont la règle arme perforante 1, mais il faut pas oublier que l'arme lourde, nativement, a aussi l'armor bane, donc l'arme perforante. Ça paraît tout con, mais je vois plein de joueurs autour de moi qui jouent de l'arme lourde, qui n'ont toujours pas intégré ça, qui n'ont pas vérifié spécifiquement la page 214 du livre de règles. Voilà, donc là c'est bon, il a brillé, là il a un petit sourire satisfait. Ta gueule. Voilà. Donc faut pas perdre de vue qu'en fait votre troll, il a un mouvement 6, vous aurez... Votre troll mouvement 6, il faut pas perdre de vue que pour moins de 150 points, vous allez avoir 3 trolls. Alors, je précise, ils peuvent se jouer de 1 à 9. Pour les petits malins qui ont envie de sortir la mégère et la taxe obligatoire, c'est d'avoir une bande de trolls, vous pouvez très bien sortir juste un troll commun, ça suffira. Le mouvement 6 va vous permettre d'avoir quand même, pour moins de 150 points, 3 trolls, soit 12 points de vie si vous jouez en troll d'eau, qui vont faire une barrette qui vont être absolument abominables. Et vous allez pouvoir vous balader en marche forcée à 12, et si vous vous mettez en colonne, vous allez pouvoir faire 18. Et au final, avoir plus de gars au contact de vous, c'est pas spécialement plus intéressant. Donc vous allez pouvoir balancer vos trolls T1 de 18 pas en projection. Si vous êtes coquin, vous jouez le sort de la vigueur vorace en magie de troll, qui donne plus 2 au mouvement. Vous montez à mouvement 8, vous faites 24. Vous pouvez balancer vos trolls tour 1 dans la zone de l'adversaire, limite. Bon, on n'y est pas encore à un pas près, mais bref, vous avez compris l'idée. Le troll extrêmement tanky, la force 7, ça va être la terreur de toutes les saletés type nécrosphinx et autres, même si, attention encore une fois, vous êtes sensible au coup fatal, parce que vous êtes infanterie. Infanterie monstrueuse, certes, mais infanterie tout de même. Et la régénération ne vous protégera pas de ça. La régénération ne vous protégera pas de ça. N'oubliez pas ça, par contre, ça peut être assez désappointant quand on a 49 points qui sautent sur un 6. À l'usage, j'ai envie de te dire spontanément, il y a 2 rôles majeurs qui, pour moi, se dégagent, tu vas me compléter. Le pack, je vais dire à 3+, et le plus, pour moi, va être dépendant du format. Est-ce que par exemple, à 1500-2000, on va jouer 2x3, est-ce qu'on va jouer 1x6
Ça, pour moi, c'est des choses qui sont un petit peu liées à votre milieu de jeu, qui sont liées à votre envie, qui sont liées à ce que vous voulez jouer comme figurine. Je vois pas forcément de choses, on va dire, spécifiques, mais dans le rôle d'unité de choc d'assaut, pour aller traquer cavalerie monstre, pour moi, c'est 3+. Mais Raphaël vous a déjà plus ou moins donné la réponse, mais le troll par 1, c'est pour moi des meilleurs redirecteurs du jeu. Ça a du PV, ça a une bonne endu, ça a la régène, ça fait un 12 tout droit, et c'est la petite figurine, pas forcément vous allez déclencher T1 comme du chevaucheur de loup, Gozer, pas de chevaucheur de gobelin bien sûr. Et surtout pour moi l'intérêt principal de ce redirecteur troll solitaire en mode deuxième redirection un peu plus catastrophe, qu'on va plus sécuriser en deuxième ligne, c'est un troll que vous allez garder avec vous, qui va être très compliqué à tomber au tir simplement par quelques archers. Et d'ailleurs si vous voulez vraiment le préserver, vous pouvez même le mettre en troll d'eau ou en troll de pierre pour avoir un tout petit peu plus de tankiness face aux tirs légers ou aux arbalètes. Quand votre partie se passe mal, quand vous vous faites enfoncer par ce bus de 37 graleux bretoniens ou par cette horde de 8 Masterrock, ce petit troll, il fait un 12 tout droit. Et on parle d'une figurine entre 40 et 50 points qui au tour 5 ou 6 peut arrêter la plus puissante des troupes de choc adverses avec une vraie mobilité et sans empiéter sur vos dispositifs. Le troll, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ordre serré. Donc vous allez quasiment, je dis bien quasiment, avoir la mobilité d'un tirailleur, puisque vous allez être sur un socle de 40-40, c'est pas la lune à bouger. Vous allez être tout seul, vous allez être ordre serré, donc quand quelqu'un va vous charger, vous allez avoir un flanc, un dos, un front. Et ça, c'est important à prendre en compte. Et par contre, en lisant, en fait, là tout à l'heure, pour la review, les règles du troll, il y a quand même une règle majeure qui a changé. Oui. Alors, il est plus immunisé psycho comme on avait avant. Grossièrement, une figurine avec la terreur qui vous charge, vous n'aurez pas à tester la terreur. Par contre, vous testerez la peur une fois au corps à corps. Ça, c'est important. En fait, vous aurez la peur, donc tout ce qui en découle. PU supérieur à vous, vous ne pourrez pas la charger. Si elle a la peur, si vous loupez votre test de com, en plus avec les trolls et leur com à 4, 5 maximum avec le troll de pierre, ça peut être intéressant. Mais c'est surtout que ce qui est intéressant avec lui, c'est que le moindre nécrosphinx, vouivre, oui, c'est ça. Tout ce qui a la terreur, au final, ne vous fera pas fuir. Et ça, c'est intéressant. Que je vous disais que c'est un très bon redirecteur de secours fiable. C'est ça, c'est qu'en fait, vous ne fuirez... Fiable contre la terreur. Vous ne fuirez pas à la terreur, mais par contre, vous pourrez choisir de fuir, contrairement à un immu psycho qui devra tenir sa position. Et je vais faire un parallèle avec la liste Gobelins de la Nuit que je jouais au tournoi de Cholet. Donc j'ai joué 2 barrettes de 3 trolls de pierre armes lourdes. Donc déjà, ça vous sauve contre les boules de feu et les anneaux rubis de ruine, qui est quand même un objet très prisé, on va pas se mentir. Je le vois dans quasiment toutes les listes que j'affronte. Mais mes trolls de pierre, au final, ils me servaient dans 2 cas. J'ai eu le cas, par exemple, avec le pavé de Graleux, de la mort qui tue, grande bannière, etc. C'était à la finale, d'ailleurs. On avait tous les 2 fait nos 5 victoires, enfin nos 4, et on se retrouvait en opposition. Et au final, j'avais mis mes trolls de pierre devant un pavé de gobelins prêt à lâcher les fanatiques, avec quand même une distance suffisante et un angle de manière à ce que le Graleux se retrouve en pleine pampa. Et du coup, c'était qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je déclare une charge sur tes trolls ? Est-ce que je déclare une charge sur tes gobelins que j'ai globalement 3 chances sur 4 de foirer ? Et bien tout de suite, la question se pose beaucoup plus quand la personne en face n'a pas l'immu psycho. Alors que par exemple, avec un troupeau de squig, j'aurais pas pu faire ça. Parce qu'un troupeau de squig, c'est je te charge, ouais, je suis obligé de tenir. Et c'est là où je reviens sur ce qu'on avait abordé dans la vidéo sur les unités de base, c'est que l'immu psycho peut paraître extrêmement sexy comme ça sur le papier, mais sur table, ça va énormément limiter votre gameplay. Vous allez vous dire au final, je vais avoir de la fiabilité, mais cette fiabilité va vous entraver dans vos possibilités. Et le troll, la grosse avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas ça. Par contre, attention, maintenez-le à portée du général, puisque la stupidité maintenant n'a plus de relance avec l'AGB. Le seul moyen, et merci l'Arcane Journal, ça va être le gros cerveau avec la magie de troll en sort primaire, le sort héréditaire, autrement comme on peut l'appeler. On y reviendra plus tard, mais avant ce sort-là, et avant l'Arcane Journal, c'est vrai que les trolls, c'était un peu compliqué d'en sortir, parce que le fait de ne pas avoir de relance, ça coûte quand même un peu cher quand on a un pavé de 3.
ça peut être assez douloureux. Et vous savez qu'on parle beaucoup de synergie d'unité dans toutes les vidéos qu'on fait. Et c'est là où je vous rappelle que finalement, ce boss orque commun, dans ces 21 boys de base, qui passe sa commandement 10, qui donne son commandement 10, vous pas qu'à d'avoir des trolls stupides, certes, mais stupides à 10. C'est quand même vachement plus fiable. Le boss orque noir survivre, qui va avoir une portée 18, va vous permettre aussi de couvrir une plus grande... Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. 18, t'es en plus fait, que 12. Oui, mais là, en fait, pour moi, tu raisonnes T1, T2, là. T6, ton boss orque noir survivre, la probabilité qu'il soit toujours à côté des trolls, c'est grand un champ de bataille, hein, ça bouge. Tu vois, c'est là où, justement, ces généraux sur monstres montés volants, très agressifs, pour moi, c'est pas des bons généraux. C'est que mes trolls, je les joue très agressifs aussi. Donc Oui, mais il y a aussi des moments où, je sais pas, ils vont peut-être perdre un combat, ils vont peut-être fuir, tu vas être obligé de fuir pour X ou Y raison. Et peut-être qu'au 5-6, sur la charge un peu fatidique, le fait d'avoir ton boss à perpète les oies, à différence de ce que j'aime bien, moi, tu sais, avoir ce petit bunker ton noyau mobile d'infanterie, ouais, je vois. Oui, mais ça peut être pas mal aussi. Mais ça, il faut l'avoir en tête. Oui. Sauf ça conditionne parce que... Puis c'est un problème que j'ai assez souvent avec mes trolls, et ça, c'est un problème que j'ai eu à plusieurs reprises d'ailleurs au tournoi. C'est où en fait, j'envoie mes trolls dans un pavé, ils exapoutrent le pavé sur lequel ils sont tombés, et bien pour retenir les résistibles, enfin la percée, oui, bien sûr. Bonne chance. Et surtout, et une fois que tu l'as loupé ta percée et qu'ils sont partis... ils sont à l'autre bout du monde, et puis après tu foires tes stupidités, ils font plus rien de la game. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Pareil, alors là, pour le coup, c'est pas de la stupidité, mais c'était avec mon Squeak Broyer comme à 4. Il arrivait, il trucidait un pavé, et il sortait de table. J'ai une partie, je crois que c'était ma 2e ou 3e partie du tournoi. Mes Squeak Broyers sont sortis 3 fois de table. C'est... voilà. Alors, je vais donner quelque chose qui est uniquement un avis, et c'est absolument pas une vérité universelle. En termes de synergie d'unité, moi, je jouerais vraiment les trolls dans une liste qui est, on va dire, pas forcément full infanterie, mais très paquet, qui va vraiment avancer comme un énorme rouleau compresseur très dense, avec là ces 20-21 orques communs au milieu de la ligne qui vont donner la bulle 10 à tout le monde. Et si je joue le perso Vourive ultra agressif ou le perso sur Gruik ultra agressif, je pense que moi je mettrais pas de troll. Après ça dépendra, parce que déjà le fait de jouer des trolls aussi, comme on le disait, mais tu peux les envoyer en redirecteur, tu peux les envoyer super tôt, super loin, et au final, ton boss orque survivre, avec sa portée 18, il va les suivre. Mais justement, moi, le redirecteur troll, moi, je veux surtout pas l'envoyer T1. Encore une fois, c'est ce que je dis, c'est mon usage. Je propose ma version. Moi, justement, ce truc-là, je le garde pour le 4-5-6 pour aller gérer le Graleux, le Master Rock et le truc comme ça. Ah, tu vois, non, moi, je le joue différemment. Moi, le troll tout seul, je l'envoie des fois aussi. Ça te fait un truc avec une plus petite empreinte au sol, plus manœuvrable, moins cher que 5 clous. Les 5 clous, c'est 50 points. Le troll tout seul, c'est 41 points. Tu le mets plus comme tu veux. Et c'est surtout qu'en plus, avec son socle de 40, il va passer là où il veut. Donc il peut même s'amuser à passer entre 2 packs, aller choper une baliste qui a besoin de son empreinte au sol de 50. Tu peux aller choper ta baliste avec ton troll. Je suis d'accord avec toi. Dans une optique où tu vas avoir 3 fois un troll. Ou même 2 fois un. Ou 2 fois un, mais j'avoue que c'est pour ça on parle de différents usages, mais forcément on a aussi nos styles de jeu. Mais en envoyer 1 ou 2 tout seul, en complément ou à la place des chevaucheurs de loup, pas de problème. Mais vraiment, et pour l'avoir vécu aussi surtout en tant qu'adversaire, ce troll qui est déclenché 5-6, qui fait sa marche force à 12, il vous coûte une fin de game. Ah oui, mais le troll est très très bon, et c'est avec l'orque noir la 2e unité couteau suisse. Le troll, on peut vraiment faire plein de choses avec, et le fait qu'il y ait 3 races de trolls différentes, c'est vraiment pas mal pour ça. Ils sont rouges, ils bondissent partout, ils sont montés par un gobelin, soit vraiment très courageux, soit complètement inconscient. Cette unité emblématique des gobelins de la nuit, ce sont les chevaucheurs de Squig. Donc le gobelin de la nuit sur Squig, du coup c'est des stats de gobelin de la nuit basiques, hein. C'est une CC2, une CT3, force 3 en du 3, un PV, init 3, une attaque, comme à 5, 12 points pièce. Autant dire insignifiant. C'est ça. Si vous payez un chef, comme d'habitude, donc le champion, c'est plus 6 points et vous montez à comme 6. Et le Squig rebondissant derrière, enfin le Squig bondissant, pardon, c'est mouvement aléatoire de 3d6, CC4, force 5, init 4, 2 attaques. Donc là, encore une fois, faut plus se méfier de la monture que du cavalier.
C'est de la cavalerie légère, mais par contre en socle de 25 par 25, et ça c'est une exclue dans Old World, donc vous allez avoir une PU2 sur un socle de 25 par 25, et ça c'est rigolo. Taille d'unité en 5+, vous avez les armes de base qui sont accessibles sur le Gobelin de la Nuit sur Squig normal. Vous pouvez leur mettre les lances de cavalerie pour plus 1 point, plus 1 à la force, plus 1 à la PA en charge, armure légère pour avoir une save à 6+, et c'est surtout ce qui est intéressant, ça va être l'énorme gueule du Squig, force 5, PA 1, arme perforante 1, sur un 6 vous êtes PA 2. Vous avez la haine des nains, vous êtes immunisé psychologie, touche d'impact 1, si vous parcourez 3 pas ou plus avec 3d6 ça devrait pas être compliqué. Vous avez la règle solitaire qui vous permet d'être rejoint uniquement par des personnages qui ont cette règle également, c'est-à-dire le gobelin sur Squig géant des cavernes, c'est cela, qui lui se baladera avec un coup fatal et qui aura à peu près la même valeur de mouvement, l'ordre dispersé, le mouvement aléatoire, le tirailleur, la bande de guerre. Donc, l'ordre dispersé ou le tirailleur, vous devrez faire un choix, soit je vois à 360 et je me déplace comme je veux, soit je suis en ordre dispersé, dans ce cas-là, je suis en régiment, par contre, avec les 3d6, je fais même, par exemple, 15, 18 pas, 16 pas, on s'en fout, j'aurai quand même mon pivot gratos de 90 à la fin. Et la bande de guerre, dans ce cas-là, et c'est là où l'ordre dispersé va être très intéressant sur le Gobelin de la Nuit sur Squig, c'est qu'il va vous permettre de donner plus 1 de com par rang. Et si vous avez au moins 10 Squig, voire 15, vous pouvez monter à comme 7, voire comme 8. Après, bon, vous êtes quand même immunisé psycho, mais ça peut vous permettre de sortir de la bulle de commandement du général sans risquer de faire des irrésistibles dans absolument tous les sens. Et ça, c'est quand même assez pratique. Ça va aussi vous fiabiliser si jamais vous perdez un résultat de combat. Vous n'allez pas le perdre. Enfin, vous allez le perdre, mais d'un peu moins. Du coup, vous allez avoir un com qui va être un peu plus fiable. Attention, encore une fois, le mouvement aléatoire 3d6. J'ai expliqué il n'y a pas longtemps, et visiblement, c'est une règle qui n'est pas trop comprise ou prise en compte, du moins. C'est lorsque l'on fait une percée, c'est maximum 2d6. Avec le mouvement aléatoire, vous allez jeter vos 3d6. Si j'ai mouvement aléatoire 3d6 ou 2d6, mais là en l'occurrence c'est 3d. Je jette mes 3d, je fais 6, 6 et 5. J'ai un maximum de 17. C'est la portée maximale que je pourrais parcourir lors de ma percée. Ensuite, je jette mes 2d de percée et j'additionne ces 2d. Mais je ne peux pas dépasser le montant total que j'ai fait avec mes 3d6 de mouvement aléatoire. Cela marche aussi pour la fuite. N'oubliez pas que vos gobelins de la nuit sur Squig n'ont pas rapide. Donc lorsqu'ils feront une fuite, ils n'auront que 2d6. Et avant, vous devrez jeter vos 3d6 de mouvement aléatoire pour déterminer le maximum. Donc dans le cadre des percées, on jette d'abord le mouvement réellement possible, ensuite on génère le mouvement réalisable, et on croise les deux. Parce qu'il y a un monde où en fait on peut faire mouvement réel avec 3d6, on peut faire 4, mouvement théorique possible 8, et on va faire quand même que 4. On va s'arrêter à 4, et ça marche aussi pour la fuite, pas que dans la percée. La fuite, c'est pareil. Je fuis parce que je suis démoralisé, je fuis le combat. Là, pour le coup, ils n'ont pas la règle Squig sauvage, donc ils n'explosent pas directement. Je fuis, je jette mes 3d6, je fais 1, 1, 2, j'aurai un 4 maximum. Eh bien, au jet de fuite, je pourrais, même si j'ai fait un double 6, parcourir que 4. Je ne pourrais pas aller au-dessus. C'est une sacrée différence. Oui, le mouvement aléatoire, ça paraît assez particulier, parce qu'en fait, j'ai souvent vu des joueurs jouer à 3d6, je fais ma percée à 3d6 et je suis à 3d6, ce qui pourrait paraître logique. En fait, ce qui a été logique, c'est juste que le problème de tout, ce qui est sa force et sa faiblesse, c'est que sa force, c'est que ça s'adresse aux anciens. Sa pire faiblesse, c'est que ça s'adresse aux anciens. C'est ça. Et les anciens, et c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec les armes lourdes, on est les premiers, tous. Il n'y a aucun mec qui va pouvoir me dire « Non, mais moi j'ai 20 ans de Warhammer Battle, j'ai fait 4 versions, mais quand tout est sorti, j'ai relu chaque point, parfaitement, je me suis pas trompé. » En vrai, c'est bullshit. Après, à mon époque, j'avais une orange et puis je me plaignais pas. Voilà. Donc voilà, et puis nous, on allait à l'école avec des montées dans les deux sens et on se plaignait pas. Applique des sabots. Oui. Et de la paille. Puis j'achetais des maisons pour un paquet de cigarettes d'ailleurs. Alors n'oubliez pas par contre que vos touches d'impact, elles n'ont pas la PA de base qui est dessus, ça sera des touches d'impact sans PA.
Ça aussi, c'est une erreur qui est assez commise. Moi-même, hein, j'ai pu Alors, la d'ailleurs, faire... pourquoi parce qu'en fait, c'est les touches d'impact, si c'est pas précisé directement dedans, il n'y a pas de surplus, à moins que par exemple le char lourd, lui, c'est marqué touche d'impact PA2. Là par exemple, vous avez le Squeak Broyer, on y viendra dans une prochaine vidéo. Le Squeak Broyer, ses touches d'impact sont PA3. Et c'est pour ça que par exemple des unités comme le Ferox chez les ogres ont une règle spéciale qui leur donne de la PA spécifiquement aux touches d'impact. C'est ça. Bref, revenons à nos moutons, ou à nos squigs, du moins. Nous avons les bergers, ils les chevauchent cette fois-ci. Et donc, du coup, pour 12 points pièce, vous avez quand même une belle petite saloperie, et c'est surtout que le mouvement aléatoire, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'il n'y a pas de déclaration de charge, enfin de réaction de charge possible. Parce que techniquement, c'est pas des charges, c'est de la mise en contact. Pas des charges, c'est de la mise en contact. Par contre, vous balancez quand même vos grosses touches d'impact dans la tronche. Hein. C'est de la super mise en contact. C'est de la super mise en contact. Hein. C'est vraiment, c'est tellement en contact que vous avez fusionné. Hein. Les squigs, ça va être la terreur des elfes sylvains, voire même des redirecteurs en général. Je veux dire, c'est la terreur des flancs. Ouais, la terreur des flancs. En vrai, il y a un monde, vous en avez un pack à gauche, un pack à droite, personne vous contourne. Et puis... ou ceux qui vous contournent, oui. Ils s'en sortent pas indemnes, parce que même le géant, vous savez, le petit géant, je fais des 14 tout droit, patati patata, ou 12, je sais même plus combien, non, 12 aujourd'hui, 14. C'est mouvement 6, donc 12. 12 maintenant. Poum poum poum, je me balade sur tes flancs, une fois que le géant, il a tapé l'or de Squeak, il a pris ses 4-5 PV, le géant, d'un coup, il va vachement moins venir vous menacer sur les flancs. Le géant, il est CC3, comme toute ton armée d'ogres. Squig, il est CC4, et il a 2 attaques par tête. Donc, j'arrive, le front du géant, c'est un front de 50, je peux caler 4 squigs en contact, ça lui fait 4 touches d'impact, du coup, je le blesse sur du 5+, parce que endurance 6, je le blesse sur du 5+, et derrière, je balance 8 attaques, CC4 contre CC3, 3+, et je reblesse encore sur du 5+, et sur un 6, je suis PA2, et le géant est armure légère, donc la save saute. Donc c'est très vite tombé. Vu que c'est une mise en contact, t'as quand même le bonus d'initiative. Tu as quand même le bonus d'initiative, parce que tu as parcouru. En termes d'usage, ils protègent les flancs, ça c'est, on va dire, c'est leur rôle et leur positionnement tactique. Dans les faits, c'est du glace à meur. Ça encaisse rien, ça tape dur, ça va mourir, ils sont pas là pour survivre, ils sont là pour infliger un maximum de dégâts. Alors moi, ce que j'adore aussi avec le mouvement aléatoire, on y reviendra aussi avec le Squeak Broyer, mais c'est que vu que c'est pas des charges, moi ce que j'adore faire, et encore une fois, c'est un truc que vous allez pouvoir constater encore pour la 1000e fois qu'en jouant sur table, c'est qu'en fait, vous pouvez vous planquer derrière des collines. On a du budget, on fait des effets spéciaux maintenant. C'est ça. Ça a commencé très vite, donc il m'avait pas demandé. Il est arrivé avec son carlin, j'ai posé mon sac. Et donc, plus sérieusement, vous pouvez vous caler derrière des collines, laisser le gars avancer, puis se dire « Oh, je vais aller me mettre sur la colline et tout, ou je vais rester derrière, tu me vois pas, tu peux pas me charger. » Ouais, mais je m'en fous, c'est pas une charge, frérot. Et là, je jette 3d6. Bon, en général, ça couvre la colline, à moins qu'on soit vraiment maudit. Et là, du coup, on parcourt la colline, on vient se mettre au contact. Et coucou, c'est les 10 squigs à 120 points qui vont te laver ton pavé de sœur qui en vaut 2 fois plus. Et ça peut être très drôle. Même 5 squigs à 60 points, c'est quasiment le prix des chevaucheurs de loups, en fait. Hein. Et juste, ils n'ont pas la même utilité, bien évidemment. Voilà. Mais ça va vraiment vous permettre en fait d'aller latter des redirecteurs. Vous vous mettez derrière une forêt, le mec peut pas vous tirer dessus, et là vous allez le choper à travers la forêt. Par contre, attention, quand tu parles comme ça de les abriter derrière la forêt, là les vétérans ils sont en train de tiquer. Parce qu'il fut un temps où si tu faisais ton 18 sur tes 3G, tu faisais un 18 tout droit, ou enfin dans la direction que tu avais indiquée, et tu pouvais pas les réfréner. Donc tu avais aussi un petit côté un petit peu vraiment compliqué. Là, comment ça se contrôle maintenant ? Eh bien maintenant, tu jettes tes dés. Et ensuite, tu fais ton mouvement. Donc, tu as un 15. En tirailleur, t'as pas d'avant, t'as pas d'arrière, t'as pas de flanc. Donc, tu te balades comme tu veux, en fait. Au final, si t'as pas d'avant, pas d'arrière, pas de flanc, t'as pas d'obligation d'aller tout droit. Techniquement, comme dans le mouvement aléatoire, où il t'explique que tu as le droit de faire des roues, mais t'as pas le droit d'effectuer d'autres manœuvres. T'as pas le droit de te reformer, de ceci, cela. Enfin, de toute façon, ça n'existe pas vraiment à Old World. Maintenant, c'est un peu compliqué, c'est différent. Par contre, si tu es en ordre dispersé, vu que tu as le droit de faire des roues, en fait, tu peux très bien entamer ton mouvement par une gigantesque roue, gigantesque, toute proportion gardée. Toute proportion gardée, voilà. Mais tu peux faire ta roue
qui va te faire un truc à 90, voire même peut-être un peu plus, puis la fin de ton mouvement, et aller contacter en fait. C'est ça la petite particularité. C'est plus comme je fais mon truc dans tel angle, et puis basta, je jette mon angle. Je jette mon dé. Non, maintenant je jette mon dé, et ensuite je détermine comment je décompose mon mouvement. En résumé, c'est la meilleure unité possible pour couvrir un flanc, une des meilleures du moins. Mm-hmm. Le mouvement aléatoire, certes, ok, il est aléatoire, mais ça coûte pas très cher, ça tape dur, c'est glace à meurt. Ça veut dire que si vous êtes en tirailleur sur un flanc, vous avez littéralement une bulle à 3d6 pouces autour de vous, où vous allez dire à votre adversaire, tout ce que t'amènes de léger à 3d6 pouces à 360 de moi, il y a un monde où je te le chope, je te le connecte et je te le mange. C'est ça. Si vous avez le T1, et je l'ai vu, Gozer l'a fait il y a pas longtemps à l'assaut, T1, vous balancez un pack à gauche, un pack à droite, si vous faites des bons jets, ils sont bien positionnés. Non, pardon, pas à l'assaut, je suis con. Il l'a fait sur le rapport de bataille de Nam Games. D'accord. T1, il a push, il avait des trucs comme ça, et en fait, t'es là en mode, vas-y, essaie de t'infiltrer maintenant. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment une zone d'interdiction absolument monstrueuse. Ça, c'est... Pour en sortir un, il faut un chef ou chaman gobelin de la nuit. C'est ça. Donc au final, c'est pas vraiment une restriction. Et dans une liste à thème, vous sortez pas sans. De toute façon, même déjà de base, c'est vraiment une unité incroyable. Là, pour le coup, vraiment, non, je vous encourage très fortement à le sortir. Et on enquille sur une unité très emblématique, mais néanmoins particulièrement absente des tables de jeu, je trouve. Moi, je l'ai très très peu vu en 20 ans. C'est le Snotling. Il existe pas, enfin, il est peu présent, mais souvent ceux qui y ont goûté s'en souviennent bien. Ouais, c'est ça. Moi, je le sors. Hein. Je peux te garantir que mes adversaires, ils regrettent pas qu'ils soient peu présents sur les tables de jeu. Mais toi, le problème, c'est que t'as pas d'amis. T'as que tes adversaires, toi. Oui. Tu le sais que les gens t'aiment pas, en fait. Je sais. D'accord. Mais surtout, le plus important, c'est que... Donc, plus sérieusement, le chariot à pompe Snotling, c'est une saloperie. C'est une saloperie sans nom. Il coûte que 35 points pièce. Mouvement aléatoire 2d6. Donc, vous allez avoir le même effet qu'avec les chevaucheurs de Squig. Où, ah bah oui, je suis derrière la colline, je m'en fous, c'est pas une charge. Bon, alors, c'est de la CC2, de la CT2, force 2, c'est des Snotling. Par contre, le char, quant à lui, a force 4, rendu 4. 3 points de vie. Init 3, une attaque comme à 4 pour les Snotling. C'est un char léger, il peut se mettre en 50 par 75 ou 50 par 100. Taille d'unité 1 à 6. Valeur d'armure à 6+. Et c'est là qu'on attaque le truc rigolo, c'est que les servants Snotling sont 6. Les servants Snotling ont l'arme de base et l'arme de lancer. Et l'arme de lancer, c'est 2 tirs par tête, quick shot. Et c'est là où on obtient quelque chose de très drôle, c'est que par chariot à pompe, vous balancez 12 tirs. Et les 12 tirs par chariot à pompe, la phalange de 3 chariots à pompe, c'est 105 points. Vous balancez 36 tirs. Alors bon, vous me direz, c'est de la CT2, c'est de la force 2, statistiquement, ça passe pas. Et puis c'est 9 pouces, donc c'est une fois dans la partie. C'est ça, sauf qu'en fait, vous avez aussi l'ordre dispersé, désolé de faire une fixette, mais vous faites vos 2d6, puis vos gratos de 90, donc vous pouvez anticiper votre tour d'après, et c'est surtout que vous êtes plateforme de tir vu que vous êtes char, donc vous tirez à 360, vous gênez pas entre vous pour avoir des lignes de vue correctes et pouvoir tirer avec tout le monde, mais vous allez balancer 36 tirs, et vous avez des sorts comme par hasard en magie WAG, dont l'éclat de soleil maléfique relance D1 à la touche, c'est pas précisé, corps à corps ou blesse, parce que ça fait les deux, PA1, alors là vous voyez Vaco, là, il est en train de déprimer, parce que en elfe noir, ils ont que en du 3, donc c'est vraiment une armée de merde. Et en fait, vous pouvez baisser votre adversaire de 1d3 l'endurance, avec l'urticaire ultime, qui est quand même le sort héréditaire des gobelins. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc le petit chaman sur loup, il va souvent se balader à côté, comme par hasard aussi. Mais ça, c'est vraiment fortuit. C'est coïncidence. C'est coïncidence, pas de bol, c'était comme ça. Et vous allez avoir 36 tirs, relance D1, PA1, qui vont toucher sur du 5, parce que vous avez le quick shot, donc vous vous en foutez d'avoir votre malus, d'avoir bougé au final, et vous allez blesser sur du 3. Alors vous n'allez pas blesser sur du 2, parce que vous êtes force 2, faut pas déconner, vous pouvez pas blesser plus facilement que sur du 3. Mais quand les mecs, ils se retrouvent endurance 1, et que vous êtes PA1, au final, vos chariots à pompe
Ils vont se rentabiliser à vitesse grand V. Ces saloperies-là, armes perforantes 3 sur les touches d'impact. Vous avez D3 plus 1 touche d'impact. Par chariot à pompe, vos 6 sont PA 3. Même le char à loup ne le fait pas, ça. Et il vaut quand même presque 2 fois moins cher. Vous avez un Immu Psycho qui fera que du coup, tout ce qui est terreur et tout, ça vous regarde pas. Solitaire, mouvement aléatoire, ordre dispersé. On a fait le tour, je pense. Mais le chariot à pompe, alors il peut être pas mal sur de l'impact. Moi, je m'en suis servi en partie samedi, où j'ai littéralement troué un pavé d'écuyer en éclaireur qui faisait chier. Les éclaireurs bretoniens? Ouais, les éclaireurs bretoniens, ouais, qui étaient dans une forêt. Bon, bah sur un 1, je fais un test. Je me suis dit, de toute façon, c'est du chariot à pompe, allons-y. Je suis arrivé dedans, je lui ai troué les trucs. Bon, comme à 4, hein, l'irée, elle est partie, hein, ça évidemment. Voilà. Donc, petite percée à 2d6. Et au final, en fait, ça a juste servi d'aimant à Pégase. Les Pégases sont allés s'encastrer dedans parce que beaucoup de tirs, très chiant, de la saturation. Et au final, le petit fer de lance bretonien, qui a au final que 6 pèves, 6 ou 7 pèves. Donc on les pleure, hein, les pauvres, ils ont vraiment une armée qui est pas forte. Et quelle tragédie. Quelle tragédie, c'est vraiment terrible. Quelle indignité. Quelle indignité. Connaissez-vous l'histoire de Dark Titouan le duc Dark Titouan le sombre. Le duc Dark Titouan le sombre qui voulait tellement faire des listes optiques qu'il a fini par jouer bretonien, quelle ironie. Mais ça a juste servi à en fait encastrer les Pégases parce que beaucoup de saturation. Et petit bisou à Tosca d'ailleurs, encore une fois, et qui on s'amuse beaucoup, qui s'est retrouvé avec son fer de lance bretonien qui était endurance 1 et qui s'est pris 72 tirs parce que j'avais 2 phalanges de chariot à pompe de 3 qui étaient à côté. 72 tirs, relance D1, PA1, vous jouez à 40k en Daka en fait. C'est ça. C'est une saturation absolument légendaire. Il y a très peu d'armées qui peuvent balancer autant de tirs sur une aussi petite surface, en fait. Et surtout une surface mobile. Alors après, mouvement aléatoire de D6, bien évidemment, les sceptiques nous diront que stat, ça fait pas ça, ça fait pas ça. Quand on fait mes jets, on fait des 12, voilà. Je profite juste qu'on ait terminé cette unité-là pour faire aussi un petit point sur les mouvements aléatoires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et je l'entends, qui vont se dire Warhammer, c'est un jeu de mouvement, c'est un jeu mathématique, c'est un jeu de précision. Mais comme les échecs, c'est aussi un jeu d'anticipation. Et en fait, le mouvement aléatoire, vous avez souvent tendance à l'analyser de votre point de vue de propriétaire de l'armée. En vous disant, oui, mais si je veux faire ça, peut-être que si. Oui, mais quand j'en aurai besoin, peut-être que ça. Vous avez raison. C'est tout à fait une bonne analyse. Effectivement, c'est une unité que vous ne contrôlez pas de façon fiable. Mais en fait, il y a un point que vous avez souvent, je pense, tendance à oublier. Votre adversaire, il ne peut pas non plus prévoir ce qui va se passer. Quand je prends par exemple l'exemple des squeaks qui, quand ils sont tirailleurs et qui voient à 360, certes, vous avez ce côté de dire si je veux aller à droite ou à gauche, je sais pas quelle distance je vais faire, je sais pas si mon action va se concrétiser, mais n'oubliez jamais que votre adversaire, il ne sait pas si vous partez à droite ou à gauche, devant ou derrière. Et quand vous commencez à multiplier ce genre de menaces, n'oubliez pas que votre adversaire, il peut anticiper beaucoup de choses. Il sait que vos orques noirs se déplacent à temps, il sait que votre infanterie se déplace à temps. Il peut, à 99%, anticiper quasiment tous les moves que vous allez faire. Comme aux échecs, vous avez que la tour, elle avance de telle distance sur sa ligne, le fou il est en diago, etc. Warhammer, c'est la même chose. À Warhammer, il y a un seul truc qu'on peut pas anticiper, c'est le mouvement aléatoire chez un tirailleur. Alors peut-être que oui, votre squig, oui, peut-être que si, oui, peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Mais votre adversaire, il a aucune idée de ce que vous allez faire avec et ce que vous allez pouvoir faire avec. Parce que si vous faites votre move à 18 ou votre move à 3, si vous allez à gauche ou à droite, c'est pas la même game. Ça veut dire quoi? Qu'on met pas le même système de défense en face? Ça veut dire qu'on met potentiellement plus de tirs? Ça veut dire qu'on peut pas commit en fait 150 ou 200 points pour les sortir? Parce que si je commit 600 points, vous allez faire quoi? Vous allez juste vous barrer. Si je commit 150 points, vous allez les bouffer. Donc je ne peux pas simplement ne pas en tenir compte. Et vraiment, je le dis en pré-conclusion de cette, on va dire, un petit peu de ces différentes unités qu'on a mis, n'oubliez jamais que quand vous réfléchissez à votre livre d'armée ou quand vous réfléchissez à votre liste d'armées, vous le voyez toujours en tant que propriétaire. Mais il y a certaines unités qui doivent être analysées du point de vue de l'adversaire. Et vraiment, parlez-en, et ça c'est quelque chose aussi qu'on verra dans la vidéo avec Gozer sur les bonnes pratiques à la table. Parlez-en à un professionnel, faites-vous aider. C'est ça. C'est un point qu'on aborde aussi avec Gozer dans les bonnes pratiques à la table. C'est
pensez toujours à prendre le temps d'un retexte, un retour d'expérience avec votre adversaire. Parce que je peux vous garantir qu'il n'y a aucun mec qui vous dira jamais t'es 15 squig tirailleurs 360 mouvements aléatoires force 5 ? Non, ça ne me dérange pas. Vraiment, je ne le crains pas. Ce mec-là, soit il sait pas jouer, soit il vous ment. Et c'est sur ces très belles paroles pleines de subtilité qu'on met un terme à la première partie de la review des unités spéciales. Le reste arrivera la semaine prochaine. Cette fois-ci, c'est un vrai semaine prochaine, puisque je commence le montage de la deuxième partie dès maintenant. Comme toujours, merci d'avoir écouté cette review. On est très disponible dans les commentaires. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.